Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat de la présidentielle sur cette info. À quelques jours du scrutin du 25 octobre, la question de la réconciliation nationale reste au cœur des préoccupations. Plus d'une décennie après les crises successives, la Côte d'Ivoire cherche encore la voie d'une paix durable et d'une véritable cohésion. Ce soir, nous aborderons deux angles essentiels, le dialogue politique, histoire de comprendre quelle voie peut conduire à une réconciliation sincère et inclusive, et bien entendu le rôle des institutions qu'on va interroger. Doivent-elles rester neutres ou s'engager activement dans ce processus? Pour en débattre, nous recevons M. Coulibaly Ibrahima, représentant du candidat Alassane Ouattara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste en face de vous, il y a M. Amadou Ouattara, Adou, représentant de la candidate Simone Eivek Babo. Merci, docteur Adou, d'être avec nous. Je vous en prie. Juste à ma gauche, M. Martial Bémois représente le candidat Jean-Louis Billon. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions. Et en face de vous, donc à ma droite, M. Kwame Kwaku, représentant du candidat Awa Dambélou. Merci de nous recevoir. Alors, on a une heure de débat qui va donc se subdiviser en deux sous-thèmes. Le premier, on l'aborde maintenant. La première question que je pose, c'est à M. Coulibaly Ibrahima. Pour vous, que signifie concrètement une réconciliation sincère en Côte d'Ivoire? Alors, merci. Une réconciliation sincère, je prends la définition de façon intrinsèque de la réconciliation. La réconciliation étant donc un processus de reconstruction ou de restauration de la cohésion sociale qui a été à un moment donné mise en rude preuve, soit par des conflits ou bien par des mouvements. Et donc cela va avec un ensemble donc, de programmes, un ensemble d'initiatives, mais aussi un ensemble, une synergie de toute la population, y compris les entreprises de l'État, de la société civile, mais des populations elles-mêmes. Merci. Alors, docteur Adou, est-ce que vous pensez que les blessures du passé sont suffisamment reconnues avec la responsabilité de tous les acteurs politiques? Ma réponse est non immédiatement. Il y a encore des torts qui n'ont pas été reconnus. Il y a encore des pardons qui ne sont pas encore demandés, qui n'ont jusque-là pas été demandés, parce que une chose est de reconnaître son tort, une autre est de demander pardon. Et donc, quand il n'y a pas eu demande de pardon, naturellement, il n'y a pas eu pardon. Donc, il y a des gens qui ont encore des blessures dans leur cœur, qui veulent s'en libérer et attendre que les auteurs des torts reconnaissent simplement leur tort et demandent pardon. Et vous voyez, quand vous regardez la société ivoirienne, la fracture continue de se sentir. On a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir un peuple, une nation composée de différents peuples qui ne sont pas, je veux dire, on n'est pas violent, l'Ivoirien n'est pas violent, l'Ivoirien n'aime pas palabre. Voici l'expression qu'on dit d'ailleurs. De sorte que les manifestations de la crise que nous vivons, les manifestations des fractures dont je parle que nous vivons, ne se voient pas. Parce que l'Ivoirien, naturellement, aime s'amuser, tournant en dérision ses problèmes. C'est pour cela qu'on pense qu'il y a la paix. Sinon, dans le cœur des gens, il n'y a pas la paix. On n'a pas la paix quand on a été déguerpi. En pleine année scolaire, quand on a cassé un établissement, on ne peut pas avoir la paix. Quand on a arrêté des gens parce qu'ils veulent manifester, parce qu'ils réclament la réhabilitation de leur leader sur la liste électorale, on ne peut pas avoir la paix. Donc, effectivement, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Malheureusement, mais nous y travaillerons. Ça marche. Ça me permet de parler du dialogue politique actuel, en l'état actuel des choses. Est-ce que selon vous, M. Martial Bémois, ce dialogue politique-là demeure un outil crédible de réconciliation ou pour vous, c'est un simple instrument politique? Pour nous, le dialogue politique est un outil fondamental de réconciliation parce que il reste juste à repartir dans la genèse même de la crise et du conflit qui a opposé les Ivoiriens. Cela est parti de la base de position politique, de point de vue politique et d'appréhension vis-à-vis de l'autre concernant ses choix politiques. Puisque le politique a été au centre de tout ce qui a déstructuré le tissu social, il serait bon que le politique soit en amont pour catalyser cette opération de réconciliation-là.
Et je pense que le dialogue politique, s'il est sincère, qu'il est franc et qu'il transcende les intérêts personnels et individuels des partis politiques et des individus, c'est sûr que ça pourra amener... Alors, de façon concrète, en l'état actuel des choses, est-ce que pour vous, c'est un outil de réconciliation? Non, l'état actuel, ce n'est pas un outil de réconciliation dans la mesure où, quand on regarde la classe de l'opposition, elle dit que le dialogue est rompu. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'elle clame, il y a plusieurs choses qu'elle attend du pouvoir en place qui n'est pas audible en leur sens. Mais quand vous êtes dans un dialogue où ce n'est qu'une seule personne qui entend sa voix, il est sûr que ce n'est plus un dialogue, c'est un monologue. Donc voilà pourquoi nous disons qu'en l'état actuel, nous trouvons que le dialogue politique est délétère actuellement. Alors, M. Kwame Kwaku, vous qui représentez le candidat Awa Domelo, quand on écoute tout ça, on a bien envie de savoir si... enfin, on a bien envie de savoir ce qui empêche la confiance entre les différents acteurs politiques. En tout cas, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, remercier votre chaîne qui aborde une question essentielle dans le cours de ces élections présidentielles. La question de la réconciliation nationale est une question importante et primordiale. Pour en revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui feignent de ne pas reconnaître que notre pays est fracturé. Qui, par exemple? Je veux dire, notamment le régime. Le régime. Vous voyez, le père fondateur de la Côte d'Ivoire disait la paix, c'est un comportement. Et le dialogue est l'âme des forts. Quand un pays comme la Côte d'Ivoire a connu plusieurs décennies de crise et que les torts n'ont pas été réparés, pour prendre au mot le candidat du régime, le représentant du candidat du RHDP, les torts n'ont pas été réparés, et que des victimes souffrent encore, il est difficile de pouvoir avancer. Il faut créer les conditions. Et nous ne sommes pas le seul pays qui a connu ce genre de crise. Il faut créer les conditions pour avancer. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on pense les plaies. Il faut qu'on répare les blessures. Voilà une question sur laquelle, en principe, tous les acteurs politiques devaient être d'accord. Parce que, mine de rien, depuis pratiquement 2000, je peux dire même 2000, jusqu'à aujourd'hui, les victimes sont nombreuses. Moi, j'ai été exilé politique. Monsieur, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a encore des Ivoiriens qui sont sous les tentes au Ghana. Comment on construit un pays si on ne peut pas arriver à un moment donné, s'asseoir et régler les questions? Alors, droit de réponse à ce que M. Kwame Kwaku dit. Comment est-ce qu'on justifie tout ça et quelles sont les limites de tout ce qu'il souhaite là? Alors, je voulais clairement établir quelque chose. Si nous voulons aller à la réconciliation, il faut que cela se fasse de façon sincère, de façon honnête. Qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère dans le groupe. Aujourd'hui, il y a une fracture visible par tous au niveau de la société ivoirienne. J'ai bien envie de poser la question, à quel stade étions-nous en 2010, en 2011? À quel stade étions-nous en 2000, en 2002? Est-ce la même situation? Mais je comprends très bien, c'est très parfait, ce qu'ils disent est acceptable, c'est compréhensible, parce que la cohésion sociale, c'est dans l'ordre de la perception. Et si vous demandez aux frères, donc représentant le candidat Awa Domelo, il a sa perception. J'ai la mienne. C'est comme le docteur également a la sienne. Mais c'est pour cela que le gouvernement qui est engagé, le gouvernement du candidat Alassane Ouattara, qui est engagé dans la réconciliation, désormais dans le renforcement de la cohésion sociale, a développé des outils pour évaluer cette situation. Donc, c'est clair que si vous sortez, vous faites un micro-trottoir au niveau de la Côte d'Ivoire, vous aurez des opinions très divergentes sur la question de la cohésion sociale et autres. Aujourd'hui, l'État s'est doté d'un indice national de solidarité et de cohésion sociale qui permet d'objectiver l'observation
de la cohésion sociale, l'évolution de la cohésion sociale au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai bien envie d'avoir des exemples. Donc, sur le terrain, comment tout ça se manifeste? Comment tout ça se manifeste? Clair et simple. Aujourd'hui, vous prenez le cas en Côte d'Ivoire, à n'importe quelle heure, vous traversez la Côte d'Ivoire jusqu'au nord. Ça, c'est un fait tangible. Aujourd'hui, vous avez des conflits en Côte d'Ivoire, mais au nom de toutes les communautés, vous ne pouvez pas avoir de communauté où il n'y a pas de conflit. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistions en 2010, en 2011, c'est-à-dire un petit conflit qui va donner lieu à 10, 15, 3, 4 morts, nous avons aujourd'hui des conflits qui sont maîtrisés par les autorités locales, par les chefs traditionnels, parce qu'un travail a été fait en amont pour renforcer les capacités des uns et des autres à gérer pacifiquement les conflits. On ne peut pas dire aujourd'hui, vous avez un indice de solidarité et de cohésion sociale qui est autour de 58%. On ne dit pas que c'est parfait, mais dans l'échelle, ça correspond à une qualité de solidarité et de cohésion sociale acceptable. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde donnera son avis. Et si on reste dans la subjectivité, dans la perception, on ne pourra jamais s'entendre. Le candidat Alassane Ouattara a souvent affirmé que la réconciliation est un processus continu. Comment est-ce que vous expliquez cette vision? C'est ce que j'expliquais d'entrée de jeu. La réconciliation, c'est des processus de restauration, de reconstruction. Aujourd'hui, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Il y a eu la CDVR, il y a eu la CONARIF. Quand mon frère dit qu'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas des blessés, des victimes qui n'ont pas été prises en charge, mais aujourd'hui, c'est près de 4415 ayant droit de personnes décédées qui ont été prises en charge, indemnisées. Il y a eu des réparations communautaires, avec donc des infrastructures qui ont été construites par l'État pour, n'est-ce pas, répondre à un souci de réparation des communautés qui ont été victimes à un moment donné. Donc c'est clair que l'État de Côte d'Ivoire a été touché, la communauté ivoirienne a été touchée à un moment donné de façon sérieuse, mais l'État s'est engagé dans un processus de rapprochement des communautés, de renforcement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous savez, la réconciliation, c'est une nébuleuse. On peut mettre tout là-dedans. Et c'est pour cela que l'État apprécie les choses par la cohésion sociale qui, elle, est appréhendée plus facilement, qui est une réalité, qui est un ciment entre les populations d'une communauté ou entre les communautés et l'État lui-même. Alors, pour la candidate, Dr Simone Ivegbagbo, est-ce que la réconciliation passe par la justice? Est-ce que c'est quelque chose qui passe également par le pardon? Naturellement. Vous savez, le programme de gouvernement de Dr Simone Ivegbagbo repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la réconciliation. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a connu tellement de crises qu'on ne peut pas faire l'économie de la réconciliation. Pour développer ce pays, il faut prioriser la réconciliation. Pour aller de l'avant, pour exécuter toutes les propositions qui sont faites par tous les candidats, il faut absolument partir de la réconciliation. C'est pour cela que Dr Simone Ivegbagbo, dès qu'elle est élue, elle va prendre une loi d'amnistie pour libérer tous les prisonniers politiques et militaires, pour faire rentrer tous les exilés dans leur pays. On les oblige à vivre hors de leur pays à cause de leurs idées. La contradiction, elle est normale. On ne peut pas tous penser de la même manière. On ne peut pas avoir le même avis sur tous les sujets, surtout en politique. On a des idéologies différentes. On a des manières de voir le monde qui sont différentes. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'accepte et puis on avance. Les parents de ceux qui sont en exil, vous pensez qu'ils ont la paix dans leur cœur? Vous confirmez qu'il y a encore des exilés en Côte d'Ivoire? Des exilés? Pour ce que je sais, le HCR a déclaré que la Côte d'Ivoire n'avait plus d'exilés de la crise dehors. Et donc, je comprends très bien. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas carrément extrapoler son ressenti. Il me dit, il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui sont des exilés, certes, mais il y a d'autres personnes, lui, Daouda, docteur, il est là, il porte la contradiction, nous sommes sur un plateau, on tient des débats contradictoires, on discute. En ville, il y a des candidats, tous sont représentants des candidats, ils expliquent leur position, mais il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi la responsabilité de l'État, parce qu'il faut savoir que la cohésion sociale, ce n'est pas le simple fait de se parler. Si vous prenez la définition de la Côte d'Ivoire, même dans la stratégie nationale de la réconciliation, ou même du Conseil européen qui est plus global,
La réconciliation aussi, c'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de ses membres, tous. Vous comprenez? Donc, pour cela, il y a plusieurs dimensions. Il y a des questions de solidarité, solidarité publique, solidarité privée. Il y a des questions d'inclusion. Il y a des questions d'appartenance. Il y a des questions, il y a plusieurs. Nous, par exemple, dans les études que nous menons, nous avons déterminé 9 dimensions. Donc, on ne peut pas dire simplement que parce que quelqu'un, pour des raisons ou d'autres, se trouve donc qui a mal à partir avec l'État. Donc, pour cette personne-là, il n'y a plus de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de réconciliation. Je voudrais qu'on soit assez pratique et utilisons les thèmes. Et je veux que mes frères ici me définissent ce que c'est que la réconciliation. Qu'est-ce qu'ils entendent par réconciliation? Docteur Ouattara, vous avez la parole. Merci beaucoup de me redonner la parole. Vous savez, ce que nous reprochons au régime RHDP, c'est de n'avoir pas suffisamment traité la question de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il devait faire? Nous ne disons pas que le pays va mal. Non, non, nous reconnaissons, il y a eu du travail, il y a eu des commissions qui ont été mises en place, qui ont produit des rapports. Il y a eu des gens qui ont été indemnisés, on reconnaît. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pendant qu'on n'est plus en crise, on ne doit pas entretenir la réconciliation, la fracture. Pourquoi je parle d'entretenir la fracture? Vous savez, les effets en termes de cohésion sociale, les effets qui ont été produits par la politique du rattrapage ethnique. Par exemple, on n'était pas en crise. On n'en avait pas besoin. Et ça produit, si la réconciliation avait été priorisée, certaines actions n'auront pas été faites. Certains propos n'auront pas été tenus. Surtout qu'on sort de crise. La Côte d'Ivoire sortait de la crise en 2011. Et donc, premier travail à faire, c'est réconcilier. D'accord, on met les structures en place. Mais pendant que ces structures travaillent, on pose d'autres actes qui aggravent la situation. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a eu des ministres de la réconciliation. Donc forcément des choses ont été faites. La publication des résultats des réflexions de la première commission, par exemple. Les résultats ont été publiés quand? La première commission qui a été mise en place. Des années après, pourquoi? On met une structure en place, elle travaille, elle produit des résultats, et puis on ne les publie pas, et puis on ne les met pas en œuvre. Mais pourquoi on avait mis cette structure en place? Simplement parce qu'on n'a pas priorisé la réconciliation. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Merci beaucoup, docteur. En plus de la crise qui a amené la fracture sociale, il y a eu d'autres actes de gouvernance qui ont amené la fracture sociale. On aura l'occasion de revenir là-dessus, si vous permettez. Monsieur Bémoire, est-ce que pour monsieur Jean-Louis Billon, enfin j'ai bien envie de savoir le point de vue ou le jugement qu'il a sur le comportement de la classe politique dans son ensemble, est-ce que pour lui c'est quelque chose qui a failli dans sa responsabilité morale face au peuple? Je dirais tout simplement oui. Je dirais tout simplement oui, parce que pour le ministre Jean-Louis Billon, tout ce qui concerne le peuple devait être mis en avant au-delà des intérêts personnels et des intérêts des partis politiques. Parce que quand les partis politiques se constituent, c'est pour prendre le pouvoir, mais pas prendre le pouvoir pour l'exercer pour eux-mêmes. Parce qu'ils veulent offrir un mieux-être et un bien-être au peuple. Mais lorsque, pour des intérêts personnels et pour des intérêts de stratégie politique, on offusque ou on muselle le peuple dans sa dignité, ça cause problème. Voilà pourquoi, pour le ministre Jean-Louis Billon, il faut pouvoir transcender les personnes. Et il y a un petit acte qu'il a posé pour donner un signal du comportement qu'un homme politique doit pouvoir avoir vis-à-vis de l'intérêt national. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, il est originaire du PDCI, par obédience politique, mais aujourd'hui, il porte, comment on appelle ça, un groupement pour aller aux élections. Mais ça n'a pas empêché qu'il fasse une main tendue à son frère Tidjane Thiam, afin de pouvoir venir et ensemble remporter ces élections-là et offrir à la Côte d'Ivoire une nouvelle alternative. Il y a eu des propos, il y a eu des blessures. Mais quand un homme et un leader, à un moment donné, comprend qu'au-delà des frustrations personnelles et au-delà des invectives qu'il a pu recevoir et qu'il a pu donner, il appelle parce que l'intérêt supérieur de la nation est prioritaire. Moi, je pense que c'est ça la grandeur de l'homme et c'est ça la grandeur qu'on demande à la classe politique. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Parce qu'il y a un propos que le frère du RHDP, M. Koulibaly, qui revient, ça fait 2 fois, parce que je l'avais déjà entendu sur un plateau chez l'un de vos confrères, pour dire tout simplement que il y a la réconciliation et la cohésion sociale parce qu'on peut prendre un cas d'Abidjan et aller jusqu'au nord du pays. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça fait 2 fois que cet indicateur vient.
Et moi, j'aimerais poser la question de savoir à M. Coulibaly, est-ce qu'on peut relativiser la paix en l'absence de belligérance ou de guerre? Quand il n'y a pas la guerre, est-ce que cela veut dire qu'il y a la paix? Si les schèmes, ce qui motive les conflits, qui sont l'expression manifeste des désaccords profonds, n'est pas encore arrivé et que ces désaccords-là et que ces frustrations-là qui sont latentes ne sont pas réglées. Il ne faut pas qu'on attende le pire afin de faire face à ces différentes difficultés-là. Voilà pourquoi, de la même manière, Jean-Louis Billon a fait de la réconciliation une priorité pour ce projet de société-là. Voilà pourquoi il parle de réconciliation, il parle de souveraineté économique et il parle également de prospérité. Alors, merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Ne vous inquiétez pas, M. Coulibaly. Hein, monsieur Kwame attend son tour de parole. Pour M. Jean-Louis Billon, la priorité dans son programme de société, c'est la réconciliation. En termes de mesures concrètes, quelle serait celle-là que va prendre M. Awa Domilo si jamais il tient les commandes de ce pouvoir pour le prochain quinquennat? Effectivement, comme je l'ai indiqué d'entrée de jeu, c'est une question cruciale. Et nous avons réfléchi à cette question. Concrètement, nous estimons qu'il faut créer un mécanisme de réparation pour que tous ceux qui, depuis ces crises-là, ont tout perdu, puissent vraiment être satisfaits. Première mesure. Deuxième mesure, il faut prendre une loi d'amnistie générale pour se pardonner et pour faire sortir tous ceux qui sont accusés et les libérer pour que nous repartons de nouveau. Mais l'élément le plus important, c'est que nous estimons qu'il faut mettre en place un véhicule qui va nous permettre de passer, parce qu'aujourd'hui, notre pays, on dit on est en démocratie, mais on n'est pas en démocratie. On est dans le multipartisme. Et toutes ces crises, on les a connues, ont eu des conséquences sur la vie des uns et des autres. Il faut qu'on règle. Quelles sont les questions qui ont été à la base des différentes crises? Ces questions-là, il faut mettre en place un véhicule. Et ce véhicule, c'est ce que nous appelons le Conseil des sages, qui va donc être constitué des anciens présidents d'institutions, des leaders des partis influents, des leaders religieux et des leaders d'opinion. Pour qu'on s'asseye, pour une fois, qu'on dise notre société, notre pays, notre nation, aujourd'hui souffre d'un certain nombre de maux. Il faut qu'on les règle. Les questions qui nous ont divisés, c'était la question de la nationalité. Aujourd'hui, ce qui nous divise, c'est la Constitution, c'est le code électoral, c'est le découpage électoral et bien d'autres questions. Et cette institution-là aura pour rôle, donc, d'arriver à un consensus sur l'essentiel, pour que nous jetons les bases d'une démocratie vraie. Ce n'est pas parce qu'on est contre nos frères du RHDP. Non. Nous, on a des frères qui sont au RHDP, d'autres dans des partis. On échange. Mais nier le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fracture en Côte d'Ivoire, c'est vraiment faire preuve, au moins de mauvaise foi. Monsieur, moi, je ne vis pas ici. Je viens de temps à autre. Mais avant de venir, on m'a dit, si tu arrives, pour aller chez ton frère, il ne faut pas boire de l'eau là-bas. Est-ce que ça, c'est faux? Aujourd'hui, il y a une méfiance générale entre les Ivoiriens. Pourquoi il ne faut pas boire de l'eau? Non, la méfiance est telle que chacun soupçonne son camarade, les uns et les autres. Non, ce n'est pas de cette société que nous voulons. Nous sommes en démocratie, on peut avoir des points de vue divergents. Mais si on n'a pas jeté les bases et construit une société démocratique, on ne peut pas avancer. Et la réconciliation, là, c'est une des étapes. Si vous ne faites pas la réconciliation, depuis 2011, on est en crise. Avant ça, il y a eu la crise de 2000. On n'a rien réglé. C'est vrai qu'on a créé des commissions par-ci, des institutions par-là, mais on n'a rien réglé. La preuve aujourd'hui, entre M. Soro et Ouattara, c'est la guerre. Entre ses partisans, quand vous êtes au pouvoir, que vous pratiquez le népotisme, le clientélisme, comme il a dit mon ami, le rattrapage ethnique, vous créez les conditions d'un fossé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arriver à un moment donné, comprendre que la recherche du pouvoir ne doit pas empêcher qu'on se parle entre nous et de façon sincère. Si on élude cette question,
on va aller de crise en crise. Des pays ont connu ça. Voilà le Rwanda. Beaucoup de pays. J'ai cité l'exemple du Rwanda. Mais les gens se sont assis et puis ils se sont parlé. Les bourreaux se sont excusés, les victimes ont pardonné et puis les gens ont avancé. Depuis qu'il y a eu la crise de 2000, la rébellion, quel est le camp qui a été devant les tribunaux? Et vous pensez que ça c'est juste? C'est que c'est le camp de l'ancien président Gbagbo qui a été à la CPI, qui est devant les tribunaux. Mais diantre, quand même, il y a eu Guy Trozon, il y a eu Naïblé, il y a eu Petit Dieucoué, il y a eu les femmes d'Adiano à Serassou, il y a eu Bouaké. Mais vous pensez que les parents de ces victimes ou les enfants vont regarder la Côte d'Ivoire comme ça? Ils sont maîtris. À quel moment on crée les conditions pour réparer ces gens? Ça veut dire que la crise là, il n'y a pas eu d'actes qui ont été posés du côté du régime. Non. On les invite à s'asseoir et que bon, ces victimes aussi soient prises en compte. Parce qu'on ne répare que les torts qui ont été créés ou vis-à-vis des victimes proches du régime. Mais les autres, je vous dis, messieurs, en 2012, un camp de réfugiés ivoiriens a été assiégé, brûlé, et les dernières personnes sont retrouvées au Ghana. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes se retrouvent au Ghana sous des tentes. Elles ont perdu tout. Ces gens-là, il faut qu'on les ramène. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les commissions. Je veux bien comprendre mon ami. Parce que bon, il est dans un cadre institutionnel. Mais non, nous on parle des faits concrets. Ce sont des faits concrets. Mais il faut noter aussi qu'il y a pas mal d'exilés qui sont rentrés au pays. Oui, non, les exilés sont rentrés. Mais quand vous avez tout perdu, par exemple, vous rentrez comment? Il y a un qui vient de parler, un de mes co-débatteurs vient de parler de tout à l'heure des gens qui ont été expropriés. Ce sont des questions qui ne peuvent pas être éludées. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que moi je suis rentré d'exil. Moi je suis rentré peut-être que c'est parce que je suis cadre. Mais je vous dis, ceux qui sont à l'ouest, dont les villages ont été occupés, dont les temps ont été occupés, qui se baladent dans la sous-région. Mais il faut reconnaître cela, ça existe. Donc, je ne suis pas en train de dire que rien n'a été fait, mais je veux dire que de façon concrète, il ne faut pas donner l'impression qu'on ne connaît pas les vraies questions sur la réconciliation. Il faut demander au pouvoir en place de savoir que ce n'est pas les commissions qui vont régler, c'est la sincérité et l'honnêteté de pointer du doigt les questions qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit en la matière, nous avons proposé le Conseil des sages. On se réunit, on dit, bon, la question de la nationalité, c'est réglé, la Constitution, c'est réglé, le Code électoral, c'est réglé, le découpage électoral, c'est réglé, la question foncière, c'est réglé. Et puis les acteurs politiques participent au jeu démocratique. Merci beaucoup, M. Kwame. C'est beaucoup de dénonciations de la part du représentant du candidat Awa Domelo. Quand on écoute tout ça et que malgré tout, on a envie de briguer un autre mandat, on candidate pour être encore président de la République, qu'est-ce qu'on prévoit justement pour adoucir les cœurs? Alors, vous me permettez de rétablir un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure, quand j'ai pris le cas de la liberté de circulation, sur la ce n'est route. pas le seul exemple. Et je vous ai indiqué que dans le cadre de l'indice national de solidarité de circulation, nous avons 9 dimensions. Et il faut reconnaître aujourd'hui que, comme il a dit lui-même d'ailleurs, la fracture se situe au niveau des politiques. Quand il dit, je suis quelqu'un qui pratique le terrain de la cohésion sociale, ça fait plus de 20 ans. Je suis dans le milieu. Vous parlez de Guy Trozon et autres, c'est vrai. Mais, de grâce, comme vous le dites, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous venez de temps en temps, et je suis vraiment bien placé pour vous dire, vous n'êtes pas au fait de la réalité nationale. Ça, je vous le dis. Non, je vous le dis parce que ce que vous dites, c'est des choses très dépassées. Je vous donne un exemple. Chaque mois, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, mais vous êtes je suis un acteur politique. Vous n'allez pas... Non, quand je dis... Non, vous n'allez pas dans le milieu rural. Non. On va redonner la parole, monsieur. Non, il ne faut pas prendre le fait que je dis que je ne suis pas... Non, on va vous redonner la parole. C'est la réalité. Vous permettez? Allez-y, monsieur Koulibaly. Anachronique. Je vous donne un exemple. En 2010, 2011, on parlait de déplacés internes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez des déplacés internes en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Monsieur Koulibaly. On est passé, par exemple, de 153 indicateurs de solidarité et de cohésion sociale à 126 parce qu'il y a eu un changement du contexte sociopolitique. Je voudrais vous dire, comme le docteur l'a dit, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème
dans la société ivoirienne. Justement, pour le prochain quinquennat, qu'est-ce que votre candidat propose? C'est pour cela que le candidat Alassane Ouattara a clairement défini que sur ces axes de renforcement de la cohésion sociale, les actions seront renforcées de sorte à passer, par exemple, d'un indice national de solidarité et de cohésion sociale de 58% à 65% en 2030. Cela va s'accompagner de renforcement des actions de solidarité. Cela va s'accompagner de renforcement des actions également de sécurité. Parce que, c'est ce que je disais, la cohésion sociale, ce n'est pas que les politiques. Je vous accorde 30 secondes encore. Ce n'est pas que les politiques. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la question de l'emploi, il y a la question de l'accès aux services sociaux de base, il y a la question de sécurité et plusieurs autres choses. Et quand vous travaillez sur ces éléments, je vous donne un exemple, peut-être que vous n'avez pas peut-être... Il vous reste 10 secondes. Vous menez une étude aujourd'hui, les éléments essentiels, je vous dis, de cohésion sociale que les populations ressortent, c'est l'accès au travail. Alors ici, on va mettre un terme au premier sous-thème, mais avant, je vais vous proposer de faire un tour de table. Vous permettez, M. Coulibaly. Le candidat Alassane Ouattara entend donc renforcer les actions d'employabilité, les actions de sécurité. Ma question concerne donc nos 4 invités. Ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que vous diriez, M. Adou Ouattara, à un Ivoirien qui ne croit plus à la réconciliation nationale? En 1 minute, on va faire ce tour de table-là avant de passer à la deuxième sous-thématique. Je vais lui dire de croire. Pourquoi? Parce qu'il y aura un changement. Le régime RHDP a quelques jours. À partir du 25, ils ne sont plus au pouvoir. Docteur Simone Gbagbo vient au pouvoir. 1. Loi d'amnistie pour libérer tous les prisonniers, pour faire entrer tous les exilés. 2. Indemnisation de tous ceux qui ont perdu. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leur maison parce qu'on leur a arraché leur maison. Donc, recensement objectif, certaines victimes ont été indemnisées, d'autres continuent d'être encore là sans être. On en a dans notre parti politique, on a des membres, des victimes de guerre qui n'ont pas été indemnisées. C'est pour cela que nous en parlons. Donc, indemnisation des victimes. Pardon, ceux qui reconnaissent leur tort demandent pardon. Ceux à qui on a causé des torts acceptent de donner le pardon qui leur... Promotion des alliances interethniques et intraethniques. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes culturels qui ont permis de régler certains problèmes. Et nous pensons que si le contenu de ces alliances-là est promu, et par l'école, par l'enseignement des valeurs et de la culture, comme on en a parlé, et par les médias, sensibilisation par les médias, et par implication des acteurs sociaux, économiques, des chefs religieux, des chefs traditionnels, vous verrez que des problèmes, les cœurs vont... Docteur Simone Igbévago a dit qu'elle va construire des ponts. Je vais vous accorder 10 secondes encore. Hein. Ok, merci beaucoup. Nous allons également créer un cadre de promotion et de récompense de la paix en fonction des actions qui seront menées et par les citoyens et par les collectivités. Un peu pour que les gens comprennent un peu comme les prix qu'on donne. Voilà. Donc tous les acteurs qui auront agi en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, médias, organisations socio-culturelles. Merci beaucoup, M. Ouattara. À M. Martial Bemont, je vais poser la même question. Qu'est-ce que vous direz à un Ivoirien qui ne croit plus en la réconciliation nationale? En 1 minute, s'il vous plaît. Ce que nous pourrons dire, c'est que la réconciliation nationale est possible. Tout à l'heure, sur le plateau, il y a eu une démonstration en miniature de ce qui se passe dans les foyers en Côte d'Ivoire. Nous parlons, mais nous n'écoutons pas. Parce que chacun veut défendre une position. Même quand celui qui est en face dit quelque chose qui peut servir à faire un pas vers la réconciliation. Voilà pourquoi, pour Jean-Louis Billon, la première action à poser, c'est d'organiser des assises de la nation comme espace de dialogue pour permettre au peuple de s'exprimer et de réconcilier véritablement la nation. L'écoute. Parce que quand on n'écoute pas, on ne peut pas résorber le mal à sa racine. C'est ça le premier pilier, le premier axe de l'engagement clé pour la cohésion sociale de Jean-Louis Billon. Également, il va renforcer la démocratie par le dialogue. Ce qu'on vient de dire tantôt, qu'il y a un déficit de dialogue, pas qu'il n'y a pas, mais il y a un déficit. Et également, il va demander à ce qu'il y ait plus de participation citoyenne à des élections afin que les personnes qui sont cooptées pour la destinée des peuples, tant au niveau local et autres, sont l'émanation véritablement de ces peuples-là. Ça permet de participer au choix et de se reconnaître dans ces choix qui se font.
Il y a également d'assurer la sécurité. Vous allez terminer avec ça, si vous permettez. Il y a également d'assurer la sécurité et la paix et de rapprocher surtout les forces de l'ordre des citoyens. Et pour terminer, nous allons réformer le système partisan pour garantir des élections crédibles et inclusives. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'organisation des élections en Côte d'Ivoire est polémique. Depuis déjà des années 90... On aura l'occasion de revenir sur le rôle des institutions. Vous pourrez donc développer à ce niveau. Monsieur Kwame Kwaku, on va terminer avec vous sur cette question. Pour un Ivoirien qui ne croit pas, qui ne croit plus en la réconciliation, qu'est-ce que vous lui direz? Que la réconciliation est une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne. Et donc, nous espérons que tous les acteurs politiques qui sont engagés dans la campagne de l'élection présidentielle ont mis ça au cœur de leur programme. Parce que si on ne fait pas la réconciliation, on ne pourra rien entreprendre. Et donc, je veux vraiment rassurer les Ivoiriens pour dire que nous, on a pris à bras le corps ce problème. Et je vous ai indiqué les 3 grandes mesures: mécanisme de réparation, loi d'amnistie générale, mettre en place donc le Conseil des sages qui va donc permettre de régler tous les problèmes qui nous ont divisés afin d'amorcer une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. Parce que, contrairement à ce que mon ami dit, ce n'est pas parce que des choses ont été faites. Moi, monsieur, je suis au port, j'étais au port. J'étais en exil, j'ai été chassé du port, sans rien. Est-ce que vous voyez? Il y en a plusieurs comme ça d'Ivoiriens qui ont été exclus parce qu'ils ne sont pas avec le parti au pouvoir. Il y en a plusieurs comme ça aujourd'hui qui ont été, je veux dire, mis en exil, qui entendent revenir pour prendre leur part dans la construction de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et ce régime-là ne peut pas continuer dans cette voie en niant le fait qu'il y a une fracture. Ce n'est pas dans l'intérêt du RHDP que nous parlons. Nous parlons dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Kwaku. On est obligé de poursuivre. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole. Mais je veux négocier avec vous pour que vous le fassiez en 30 secondes. On doit aborder là maintenant le deuxième sous-thème parce que le temps court après nous. Allez-y, M. Koulibaly. Mon frère, le représentant du candidat de Jean-Luc Bion, disait quelque chose. On parle, mais on ne s'écoute pas. Moi, ce que je nous invite, nous qui sommes ici, et d'ailleurs nos mandants, à s'écouter et à vraiment avoir un peu d'humilité. Qu'est-ce que vous direz à un Ivoirien qui ne croit plus en la réconciliation? C'est déjà quelque chose qui s'est fait. Donc, on peut au moins fouiller et améliorer ce qui est en train. Ce que je dis, c'est que les Ivoiriens doivent comprendre que la réconciliation est une obligation. Nous sommes en train de travailler sur la cohésion sociale et sans la cohésion sociale, nous sommes tous d'accord là-dessus que sans la cohésion sociale, rien de durable ne peut s'entreprendre. Et aujourd'hui, je suis heureux de savoir que, en tout cas, près de 80% des populations de nos communautés interagissent. Et nous avons mené notre dernière étude que nous avons menée, les populations, il n'y a pas de problème véritablement entre elles. Il y a certes des problèmes qui interviennent de façon ponctuelle, mais les problèmes structurels, c'est seulement au niveau politique. Et vous allez vous rendre compte que c'est à l'approche des élections que les tensions politiques impactent les tensions communautaires. Merci beaucoup, M. Koulibaly Ibrahima, représentant du candidat RHDP. Merci à tous les quatre pour vos différents échanges autour du dialogue politique, qui est sans doute l'un des piliers de toute réconciliation sincère. Mais au-delà, chers téléspectateurs, des volontés et des discours, une autre question se pose avec insistance. Quelle place pour les institutions dans ce processus? Est-ce qu'elles doivent rester strictement neutres, garantes de l'équilibre républicain, ou au contraire s'engager activement pour accompagner et consolider la réconciliation nationale? C'est en tout cas le deuxième volet de notre débat de ce soir. Institutions et réconciliation, neutres ou engagées. Monsieur Koulibaly, à votre avis, c'est quoi la vraie mission des institutions dans ce processus dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Un adage qui dit on n'est jamais roi chez soi, on n'est jamais prophète chez soi. Mon frère Kofi a dit tout à l'heure, Kwame a donné l'exemple du Rwanda. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si vous interrogez des hommes politiques rwandais comme vous, ils auraient la même appréciation que vous, je ne crois pas.
Donc, à regarder de loin, c'est très beau. On risque de ne pas terminer les On ne parle pas de crise, on parle d'un pays qui a connu s'il vous plaît, on a changé de sous-thème. Hein? On aborde là maintenant la compréhension du rôle des différentes institutions. Je le dis. Merci de répondre à la question, M. Coulibaly. Vous avez des candidats qui sont là avec des programmes. Et lorsque un candidat arrive au pouvoir, lorsqu'il gère le pays, il a son administration, il a été voté, il a été élu pour un programme, il le met en œuvre et je pense que sur ce plan-là, les axes qu'il donne, l'administration doit être engagée dans ces axes. Et ne pas le faire, vous travaillez à compte courant de l'État. La preuve, vous voyez qu'aux États-Unis, quand Biden arrive, on dit à l'administration Biden, quand chose arrive, ainsi de suite, parce qu'il y a une vision qui est donnée. Le peuple a élu un président ou un candidat pour mettre en œuvre sa vision. Et s'il doit avoir des institutions qui ne cadrent pas, qui ne travaillent pas dans ce cadre-là, ça va faire cacophonie. Docteur Adou, c'est quoi le point de vue, c'est quoi le jugement, c'est quoi la critique que vous faites des institutions dans le cadre de la confiance en termes de moteur dans la reconstruction des Ivoiriens? Vous imaginez la dynamique qu'on aurait eue pendant cette campagne-là si Laurent Gbagbo était candidat, si Thiam était candidat, si Soro était candidat? Vous imaginez un peu le débat démocratique qu'on aurait eu. Pourquoi on les empêche d'être candidats? Vous imaginez un peu ce qu'on aurait pu obtenir si le dialogue politique demandé avait été accordé. On demande simplement à parler. Il y a des problèmes, on les liste. On souhaite se rencontrer pour parler, pour ne pas justement que 2025 soit comme 2010. Il faut rappeler que M. Patrick Achi disait qu'il fallait que l'opposition se tourne désormais vers les institutions qui ont été créées pour ça. Si les institutions avaient fait le travail, les problèmes seraient réglés. Pourtant, les problèmes demeurent. Et donc, ce n'est pas... C'est à un autre niveau. Inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est un problème politique, il faut le régler politiquement. Il faut prendre une loi d'amnistie. Simplement, ça aurait réglé le problème. Le découpage ethnique, le découpage électoral, on dit qu'il pose problème. Le financement de la campagne, on dit qu'il pose problème. Dieu merci, en termes de communication, ça va. En tout cas, la AK a fait un bon travail et donc tout le monde a accès aux médias. Mais tout le monde n'avait pas accès aux médias d'État, par exemple, à un moment donné. On dit que la liste électorale qui est là, elle n'est pas bonne. Asseyons-nous, on va régler le problème. Et on refuse de s'asseoir. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on aurait perdu à faire le dialogue politique qui a été demandé par la CAP, Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on aurait perdu? Pourtant, on aurait beaucoup gagné. On aurait beaucoup gagné. On aurait pensé les membres des partis politiques, les partisans de Laurent Gbagbo, les partisans de Thiam, les partisans de Soro Guillaume, qui sont frustrés aujourd'hui. On aurait pu régler ce problème-là. Ils ne seraient pas frustrés. Vous voyez, chaque jour, il y a des routes qui sont coupées. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème politique qui n'a pas été réglé. Et donc, les institutions doivent justement se mettre au service de la République. Se mettre au service de la République, c'est travailler de façon objective et non point quand. Nous avons dit que cette CEI-là pose problème. Parce que dans son agissement, on a vu qu'elle est plus penchée vers le RHDP. Donc, la CEI a été indexée par toute l'opposition. On s'assoit, on nous demande, qu'est-ce que vous reprochez concrètement, quelles sont vos solutions? On les présente, le RHDP aussi a ses solutions, on discute, on prend ce qui est bon et puis on avance. Mais pourquoi on refuse? Pourquoi? C'est ça, les institutions qui ont été mises en place pour la réconciliation et la cohésion n'ont pas fait leur travail, n'ont pas bien fait leur travail. C'est pour cela que les problèmes demeurent. Si la fracture, comme le représentant du candidat Alassane Ouattara le dit, si la fracture est au niveau des politiciens, il faut régler le problème politique donc. Il faut le régler au niveau des politiciens. Le régler, c'est s'asseoir et puis discuter. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, le dialogue, il ne coûte pas aussi cher. Pourquoi on refuse de le faire et on avait le temps pour. Pour le candidat Jean-Louis Billon, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de refondation républicaine. Qu'est-ce qu'il entend par cela? Est-ce que ça suppose que des institutions doivent être plus engagées ou elles doivent être simplement plus crédibles? Elle doit être plus engagée et plus crédible. Parce que l'engagement et la crédibilité vont de pair. Et pour le candidat Jean-Louis Billon, dans le point 4 de ses engagements, j'avais tout à l'heure cité de réformer le système partisan en rapprochant les forces de l'ordre et les citoyens. Ça, c'est un exemple que je donne qui est minime. Mais le système partisan, normalement, c'est à l'ensemble même du système de gestion de l'État. Les institutions sont des appareils qui sont fondamentaux dans l'établissement de la confiance sociale.
Parce que quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 90, après l'avènement du multipartisme, où le ministère de l'Intérieur avait commencé à émettre, les partis d'opposition avaient commencé à émettre des réserves concernant le ministère de l'Intérieur, cette dynamique-là a impulsé la mise en place d'une commission électorale indépendante. Ce qui veut dire que la dynamique d'aller vers quelque chose de consensuel qui rassure tout le monde a commencé depuis là, et sous la gouverne même du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Donc quand on se réclame d'être de l'école de ce dernier, je pense qu'il faut comprendre que la statique sociale est un crime vis-à-vis même de la dynamique et de l'évolution des sociétés. Donc voilà pourquoi nous disons que l'institution qui est mise et qui est créée doit pouvoir permettre de pouvoir exprimer les attentes du peuple. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est vrai que le peuple vient immoler tous ses droits et ses devoirs vis-à-vis des institutions qu'elle suggère, mais en retour, ces institutions-là sont des institutions qui travaillent pour le premier patron qui est le peuple. Donc ces institutions-là ne doivent pas rendre compte à un individu pour lui plaire, mais ces institutions-là doivent pouvoir garantir au peuple la confiance que le peuple lui a léguée. Donc c'est en ce sens-là que Jean-Louis Billon parle d'une participation citoyenne, afin que le peuple puisse inféoder et intégrer ces différentes organisations-là pour qu'il y ait véritablement une participation du peuple qui n'est pas étiquetée et qui n'est pas sur la boussole, mais sur l'orientation des partis. Jean-Louis Billon parle d'une participation du peuple, mais Awa Dombello, dans un discours que j'ai suivi, parle d'une réconciliation institutionnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, c'est-à-dire que on va mettre en place le comité, le Conseil des sages. C'est une institution de la République. D'accord. Avec laquelle donc, nous allons travailler pour régler les problèmes de la nation. Je voulais revenir un peu à ce que mon ami du RHDP a dit. On risque de ne pas s'en sortir. Non, ce n'est pas une polémique. Sur la question, tout à l'heure, ça trahit un peu leur vision de l'État. Vous confondez deux types d'État. Les États-Unis, le président, il est élu, il vient avec son administration. C'est pourquoi on dit l'administration Biden, l'administration Bush. C'est ce qu'il a dit justement. Par contre, nous, nos États-là, les administrations n'appartiennent pas, l'administration n'appartient pas au président. Est-ce que vous comprenez? C'est une administration qui est autonome, indépendante du pouvoir exécutif. Vous comprenez? Non, je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que moi, Kwame, M. Ouattara peut être au pouvoir et puis je peux être le directeur général des impôts. Si je suis content. Non, ce n'est pas s'il le veut. D'accord. Voilà. Donc, alors qu'aux États-Unis, quand le monsieur il arrive, il débarrasse tout, il nomme de nouvelles personnes. Il est obligé de débarrasser? Oui. C'est pourquoi on parle d'administration. Ne faisons pas cette polémique. Non, ne faisons pas cette polémique. La thématique ne concerne pas, hein, permettez voilà, que la thématique ne concerne pas les États-Unis ou autres pays. Je reviens. Monsieur Awa Dombello parle d'une réconciliation institutionnalisée. Oui. Vous étiez en train de parler voilà, j'étais en train de Conseil dire, des sages. Merci de développer et d'approfondir. Du Conseil des sages. Nous avons remarqué que notre pays a été divisé à cause de certaines questions qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas conduit un règlement. On a parlé, il y a dans ce pays, des gens ont pris l'exemple pour dire que, parce qu'ils n'ont pas, leur nationalité est remise en cause. Aujourd'hui, cette question n'est pas totalement réglée. 2, la constitution ivoirienne qui a été adoptée en 2016, aujourd'hui contestée, vigoureusement d'ailleurs, parce que à l'origine, le président actuel ne devait pas faire un deuxième mandat. Même ces juristes l'avait expliqué. Il est en train de faire un 4e. C'est une constitution problématique. Il faut qu'on s'asseye pour régler ça. Il y a le découpage électoral qui pose problème. Il y a le code électoral lui-même qui pose problème. Autant de questions qui suscitent vraiment la colère d'une partie des Ivoiriens. Il a tantôt dit, pourquoi est-ce qu'on exclut des acteurs, des leaders politiques du jeu démocratique? Ça ne veut rien dire, parce que ça ne fait que créer le fossé. Ce sont des choses sur lesquelles, véritablement, nous avons planché. Et à travers donc, ce mécanisme, cette institution, qui est le Conseil des sages, nous allons, au fur et à mesure, demander à tous les acteurs de venir nous mettre d'accord sur ces questions. Là, la justice, par exemple, elle divise les Ivoiriens. Parce que, selon leur entendement, le régime, c'est-à-dire que toute l'administration, c'est pour eux. Non, c'est pas pour vous. L'administration est censée être neutre. C'est pas pour vous. Donc, les institutions qu'on met en place,
Ce n'est pas les institutions qu'on met en place pour faire plaisir au président de la République. C'est des institutions qui vont garantir la démocratie en Côte d'Ivoire et régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On me fait comprendre qu'il nous reste 5 minutes avant de terminer ce débat. Je vais me poser une dernière question. On va faire un tour de table autour de cette question. Est-ce qu'on peut imaginer des institutions engagées sans tomber justement dans la politisation excessive? Et pour conclure justement, M. Coulibaly, selon vous, c'est quoi l'institution aujourd'hui qui incarne véritablement la réconciliation nationale? Alors, l'engagement dont je parlais, vous avez parlé de est-ce que les institutions doivent s'engager pour la réconciliation ou elles doivent rester en marge? Et je disais que les institutions devraient être engagées. Et moi, si le candidat doit mener une politique de réconciliation, il est libre de choisir les hommes pour mener cette politique. C'est ça le sens de l'engagement dont je parlais. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, comme tout le monde le reconnaît, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de réconciliation, de cohésion. Il faut le reconnaître déjà. Et puis ensuite, mener une analyse de qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Et aujourd'hui, la gouvernance, le gouvernement en place dit à l'étape suivante, sortant, c'est mieux. Le gouvernement en place jusqu'à ce qu'il y ait des élections, jusqu'à la fin des élections, on n'est pas dans une situation de vide pour l'instant. Donc le gouvernement dit à la fin, pour la suite, voilà, il s'agira de renforcer la coordination en tout ce qui a été créé. Il parlait de police de proximité, il parlait de comités civilo-militaires, tout ça, des choses qui ont été créées, des comités de réconciliation, des comités de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, il y a le médiateur de la République, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Maintenant, c'est renforcer la synergie entre ces différents éléments. Au nom de toutes ces institutions, quelle est l'institution pour vous qui incarne véritablement la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Quand vous dites l'institution qui incarne... Ou qui fait la promotion véritable de la réconciliation? Toutes les institutions, que ce soit le pouvoir exécutif, l'appareil judiciaire, que ce soit l'exécutif, chacun doit être mobilisé pour la réconciliation. Donc, il n'y a pas une institution. Et c'est ça le problème, en fait. Je vous explique brièvement. Le problème du dialogue en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue politique. Mais quand on va à un dialogue, le dialogue, c'est une porte d'entrée. On va à un dialogue, pas pour avoir raison, pas avec un agenda, juste pour commencer. Et puis ensuite, il y a la négociation. Mais quand on va dans un dialogue et on a des positions pour engager une négociation positionnelle, ça devient un rapport de force. Dernière question à laquelle vous répondez et on va laisser la parole à Dr. Amadi. Ça devient qui gagne, qui perd. Alors qu'il faut que chacun soit... Il faut une collaboration pour que tout le peuple ivoirien, toute la Côte d'Ivoire soit gagnante. La note sur 10 que vous donnez à l'état actuel de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est laquelle? Ce n'est pas moi qui donne la note. Je dis que l'indice national de solidarité et de cohésion sociale aujourd'hui, c'est 58%. Moi, je vous demande une note sur 10. Une note sur 10, donc je dirais 7 sur 10. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Ouattara, c'est quoi pour vous l'institution qui fait la promotion véritable de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Malheureusement, je ne peux pas vous dire le nom d'une institution qui fait la promotion parce qu'il n'y en a pas. Malheureusement. Oh, il devrait en avoir. Parce que la réconciliation est une priorité. Et doit être une priorité pour tout le monde. Quel que soit le régime, l'idéologie politique, on est dans une nation qui est composée de un peu plus de 60 ethnies, avec des systèmes de gestion du pouvoir qui sont différents. On doit faire nation. Faire nation, c'est accepter nos différences, c'est accepter de travailler ensemble, parce que nous sommes tenus par un même destin, nous sommes sur un même territoire, nous sommes obligés de vivre ensemble. Une institution doit justement pouvoir aider les Ivoiriens à vivre ensemble. Malheureusement, il n'y a pas d'institution qui aide. Des structures ont été mises en place. Et comme je l'ai dit, elles n'ont pas bien fait leur travail. Il y a eu un ministère qui a été créé, qui n'a pas bien fait son travail, parce qu'il y a encore des problèmes. Okay? C'est parce qu'il y a encore des problèmes que vous verrez que tous les candidats ont inscrit dans leur programme la réconciliation. Si c'était acquis, on n'allait plus en parler, on allait proposer autre chose. C'est parce que ce n'est pas acquis. Pourquoi ce n'est pas acquis? Il existe des individus qui pensent qu'ils sont propriétaires de la Côte d'Ivoire et qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont au pouvoir. Le pouvoir, il a été délégué par le peuple. C'est au peuple qu'on rencontre. Quelqu'un l'a déjà dit. C'est le peuple qui est le premier patron de tous les politiciens. Le peuple dit, il y a problème. Le gouvernement doit être obligé de régler le problème. Parce que c'est son travail. Et le problème, s'il est politique, on le règle politiquement. Les points de discussion de la CAP Côte d'Ivoire, il y en avait 8. On a indiqué les problèmes, on a indiqué les solutions qu'on propose. Asseyons-nous et puis discutons. Vous pouvez nous convaincre qu'on n'a pas raison. Mais il faut qu'on parle. Et vous dites non, on ne parle pas. Pourquoi?
l'Ivoirien de la rue dit parler qu'on parle là, on ne paye pas. Au moins, parler. On s'assoit, on discute. Vous n'êtes même pas obligé de prendre en compte ce qu'on va proposer. Mais au moins, on aurait parlé. On refuse de parler. C'est grave. Jusque-là, les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a refusé de parler avec l'opposition. Pourquoi? C'est à croire qu'il y a des choses à cacher. C'est des questions. Malheureusement, on ne va pas développer. On va laisser la parole. S'il vous plaît, je termine. Je vous accorde 20 secondes. Je termine. Si les 5 phases avaient résolu le problème, on n'aurait pas actuellement là des rues bloquées. Encore, il faut que tout le monde soit d'accord. S'il vous plaît, le dialogue a été refusé et c'est grave. Merci et beaucoup, le peuple doit sanctionner le régime Alassane Ouattara pour avoir refusé de discuter, de permettre que des Ivoiriens s'asseyent pour discuter de leur pays. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, Dieu merci, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne seront plus au pouvoir. Le cadre de dialogue permanent va être installé avec le président Dr Gbagbo, de sorte que tout le temps, les Ivoiriens échangent sur les questions de la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, monsieur Bémois, est-ce qu'on peut imaginer des institutions engagées sans entrer dans la politisation? Imaginer, oui. Imaginer, oui. Mais du point de vue factuel, c'est difficile actuellement. D'accord. C'est difficile actuellement. Et nous aimons souvent à le dire que malheureusement, nos politiques en Côte d'Ivoire ont beaucoup lu Machiavel, mais ont retenu l'aspect qu'il ne fallait pas retenir de Machiavel. Malheureusement. Parce que toute stratégie pour conserver, maintenir le pouvoir, pas déverrouiller le peuple, sans tenir compte des aspirations du peuple, nous pensons que c'est juste commettre une forme en griffe de génocide, pour mesurer mes mots, parce qu'on ne se soucie pas du mieux-être du peuple. Voilà pourquoi tantôt j'ai dit que le ministre Jean-Louis Billon veut écouter, veut entendre ce qui remonte depuis les profondeurs des cœurs des Ivoiriens, afin qu'à partir de là, on puisse apporter une solution qui correspond à la réalité nationale. Pas une solution qui correspond aux ambitions personnelles. C'est surtout ça. Et malheureusement, du point de vue des institutions, il y a de la volonté d'en créer. Mais il faudrait que les missions de ces institutions-là puissent permettre de recréer un climat de confiance. Puissent permettre à l'Ivoirien de se sentir écouté. Et qu'il ne se sente pas en train de prêcher dans le désert. Et c'est pour cela que nous disons tout simplement, pour terminer, une nouvelle alternative politique, sauf pour la Côte d'Ivoire. Et Jean-Louis Billon est celui-là qui est à l'écoute, qui peut apporter une réponse efficiente au problème de la réconciliation. Merci beaucoup, monsieur Martial Bémois. Une note sur 10 pour la promotion de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oh, une note sur 10, c'est toujours dans la même démarche de Jean-Louis Billon. Hein. Donnez-moi juste la note. C'est 5 sur 10. 5 sur 10. Alors, monsieur Kwame, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on parle... On va terminer avec vous, monsieur Adou, ne vous inquiétez pas. Monsieur Kwame, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on parle d'institutions qui a fait véritablement la promotion de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Oh, à part la CDVR, qui a fait un travail de fourmi très important, mais dont les recommandations n'ont pas été prises en compte. Il n'y a aucune autre institution qui œuvre dans le sens de la réconciliation. Et c'est grave, c'est difficile parce que le régime se croit propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on leur parle, ils ont l'impression que nous voulons forcément les accuser. Mais s'ils ne font pas attention, ce qu'on demande aujourd'hui, ça va les rattraper plus tard. Ce que nous demandons aujourd'hui, ça va les rattraper plus tard. On n'est jamais assez fort pour pouvoir toujours imposer sa volonté. La réconciliation est une priorité. C'est une obligation, c'est une nécessité pour construire les bases d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Notre pays a souffert. Nous sommes tous conscients de cela. Nous sommes tous conscients de cela. J'ai même insisté sur certains faits. Je vous ai parlé de Boaké, je vous ai parlé de Guitrozon, je vous parle encore aujourd'hui des exclusions ça et là, des hommes politiques dans le jeu démocratique, des gens qu'on sanctionne. Tout ça, ce n'est pas bon pour une société qui se veut démocratique. La démocratie que nous voulons, c'est une démocratie qui prône la paix, l'apaisement. C'est vrai que nous nous sommes engagés dans le processus
électoral. On aurait pu aujourd'hui le contester parce qu'à divers points, il est injuste. Mais nous sommes dit, offrons l'occasion à la Côte d'Ivoire quand même d'aborder les points essentiels de son avenir. Ne fermez pas les yeux sur les questions essentielles de la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. C'est très bon de venir et de dire on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. La conséquence, c'est qu'on n'a rien vu. Il vous reste 20 secondes. De grâce, nous, avec le candidat Awa Domelo, nous avons fait des propositions très claires. Je vais encore insister là-dessus. Un mécanisme de réparation des victimes de toutes ces crises. L'État ivoirien a les moyens de le faire. On prend toutes les crises et puis les victimes ont les recense et puis on règle. Par la suite, on fait une loi d'amnistie générale et pour terminer, on met en place une institution démocratique dans laquelle même votre président, quand nous on va le battre le 25, il est dedans. Le président Laurent Gbagbo, il est dedans. Les présidents des partis politiques sont dedans. Et puis on s'assoit comme au village pour dire voilà les questions. Rapidement, votre note pour parler de réconciliation. Vraiment, j'attends que vous puissiez... La note que vous donnez, c'est quoi, monsieur? Je vais vous donner 4. Si 4 sur 10. Monsieur Adou, on va terminer avec vous. Vous ne l'avez pas fait. Depuis 2010, les élections à Djoko et à Bouaké, il n'y a eu plus de violence. C'est une information. Monsieur Adou, oui, mais c'est parce que ça n'a pas été réglé. Permettez à Monsieur Adou de donner sa note. S'il vous plaît. Permettez à Monsieur Adou de donner sa Sur la question de la réconciliation, je voudrais féliciter les Ivoiriens. On a su, par nous-mêmes, pas par le travail du régime, mais par nous-mêmes, les peuples ont su surmonter certaines difficultés. Je félicite vraiment les Ivoiriens qui s'organisent pour ne pas qu'il y ait des crises. S'organise vraiment. La note que vous donnez pour les institutions dans la promotion de la réconciliation. Je donne 4 sur 10 au RHDP sur la question de la réconciliation. Docteur, il y a eu quelqu'un quand même pour... Voilà, docteur, tu vois. Je donne 4 sur 10 au RHDP. Simon Gbagbo aurait fait mieux. Une question essentielle. Mais on a terminé l'émission. Aux camarades. On a terminé l'émission. On pourra terminer le débat. On pourra terminer juste après. Madame Simon Gbagbo va faire mieux. Nous étions donc en compagnie de M. Koulibaly Ibrahima qui représentait le candidat Alassane Ouattara. Merci encore d'avoir été sur ce plateau. Docteur Adou Ouattara, merci d'avoir été là pour représenter Mme Simone et Yves Gbagbo. Monsieur Martial Bémois, merci encore d'être avec nous. Vous représentez sur ce plateau Monsieur Jean-Louis Billon, également candidat à l'élection présidentielle. Et enfin, Monsieur Kwame Kwaku pour le compte de Monsieur Awa Domelo, qui est également candidat à l'élection présidentielle. Merci, c'est nous qui remercions votre chaîne qui a vraiment mis en avant cette thématique très très importante pour la Côte d'Ivoire. On espère que ça va se poursuivre sur d'autres thématiques et que bon, nous serons à la hauteur de vos espérances. Et justement, d'autres thématiques seront abordées tout le long de la campagne présidentielle. Mesdames et messieurs, c'est ici que cette émission prend fin, mais ne zappez surtout pas parce que juste après ce débat, vous aurez droit à l'émission Face aux électeurs qui reçoit aujourd'hui le candidat Jean-Louis Billon. Et juste après, nous pourrons faire un décryptage de tout ce qu'il aura mentionné comme message à l'occasion de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.